Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, la dernière fois nous avions vu justement deux discours. On avait vu les deux discours d'adieu de Obama et Giscard d'Estaing. On avait vu donc qu'il y avait toute une mimique, on avait vu donc le costume, la façon de parler, etc. etc. Alors là, aujourd'hui, justement, nous allons voir deux choses. Donc la première, l'aspect grammatical d'un discours. On va voir qu'on peut amplifier son discours comme un peu l'effacer. Et dans un deuxième temps, donc on passera des cas concrets avec un discours de Mandela et un discours d'Obama. Et enfin, on terminera par deux autres visions. Bref, commençons tout d'abord par l'étape 2. Effet de soulignement et d'effacement dans un discours. Avec en premier point, donc là oui, je vais exciter, vous n'avez rien à écrire, mais écoutez quand même, c'est important surtout pour les exercices d'après. Les effets écrits de soulignement. Donc ils vont être là pour valoriser et donner du rythme au discours. Donc là, on va surélever le discours, lui donner beaucoup plus d'importance. Anaphore ou expression leitmotiv. Alors là, dans mes petits exemples, je vais reprendre des petits bouts du discours de Beauregard, le membre du Ku Klux Klan. Donc, où d'ailleurs, au tout début, il nous dit « Chers concitoyens américains », et il finit par « Que Dieu bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous ». Alors, ça, ce sont des expressions leitmotiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout bêtement, elles motivent. Ouais, c'est l'histoire. Et ces expressions, en fait, vont booster, justement, elles vont être là pour motiver les gens, pour vraiment se sentir, emprunt, enfin, d'une certaine émotion, d'un certain patriotisme pour le cas présent. Chers concitoyens américains, voilà, on veut motiver les Américains, on veut dire, ouais, je parle aux concitoyens américains. Et à la fin, que Dieu bénisse tous, que Dieu nous bénisse tous. Voilà, c'est la phrase la motive, enfin c'est the phrase of the chrétien quoi. C'est vraiment tous les chrétiens qui disent, dans les discours notamment américains, à la fin il y a toujours le God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Voilà, parce que l'Amérique est un pays majoritairement chrétien. Et voilà, mais c'est des expressions leitmotiv, qui reviennent à chaque fois justement. Alors, on les retrouve beaucoup dans des vidéos YouTube. Des expressions leitmotiv, dire des expressions tout au début, qui, justement, pareil, vont faire une forme d'attachement, enfin une forme de... Voilà, la passion. C'est-à-dire que vous regardez la plupart de vos youtubeurs ou youtubeuses, elles commencent toujours par une phrase ou quelque chose pour débuter. Tout ça pour donner une certaine, un certain style à leur vidéo, quelque chose d'indépendant, qui vont vraiment leur dire, voilà, c'est ma vidéo, c'est pas celle du gars d'à côté, c'est ma vidéo, ma façon d'introduire justement mon leitmotiv. Par exemple, vous avez l'atelier de Roxane qui va commencer par bonjour mes gourmandises. Nota Bene qui commence par mes chers camarades. Voilà, vous avez tout souvent ce leitmotiv, Dame les gens pour Thibaut InShape, et plein d'autres. Squeezie aussi, il y en a une. Ah non, McFly et Carlito, avec le bonsoir. Voilà, ça c'est des expressions leitmotiv. C'est pour motiver les gens et pour leur dire, c'est nous, on est ensemble, on est là. C'est pour valoriser justement le discours, ce qu'ils vont dire après. Voilà. Donc voilà pour les anaphores ou expressions leitmotiv. Anaphore, je vous réfère aux figures de style, au tableau de figures de style. Donc anaphore, c'est une répétition en début de phrase et voilà, au début de discours. Alors ensuite, création d'images choc pour insister sur la portée d'un élément. Donc là, dans le texte, de Beauregard, on avait vu justement que il insiste vraiment sur des images choc. Il veut choquer les gens pour vraiment leur faire entrer ses idées.
Notamment quand il dit des hordes de babouins crasseux et hypocrites, armés de bêtes noires, conspiration juive internationale. Là, vous voyez, on va vraiment donner des images vraiment violentes, choquantes, pour dire aux gentils blancs faites attention aux noirs, ils sont dangereux. Et ouais, on est vraiment dans cette idée voilà, de booster son discours, de le valoriser. Et ça va permettre de toucher le spectateur. Alors, pour ma part, justement, en autre exemple, je vous donne, je sais pas si je veux vous l'envoyer, tout ça, ou au pire, allez chercher, de toute façon, sur Google, c'est pas difficile. Vous tapez petit enfant africain vautour. Voilà. Attendez, je vais voir. Voilà. Donc oui, petit africain vautour, vous allez dans Google Images. Et oui, la première et la deuxième photo, justement, vont vraiment vous montrer de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on va chercher à choquer le téléspectateur. On va vraiment, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit, déjà montré ces images, on va chercher à vraiment montrer au spectateur quelque chose d'horrible pour le faire réagir. Là en l'occurrence pour la petite africaine apparemment, c'est une fillette. Euh, Malheureusement, vu sa maigreur et voilà son aspect un peu famélique, il est dur de le savoir. Mais bon, tout ça pour dire que justement c'est une fillette africaine et qu'on veut dire aux gens, regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez les petits enfants comme ils sont, enfin dans quel état ils sont, avec le vautour qui attend derrière en mode bah vas-y crève, je vais te manger, hein. Donc bon voilà, c'est parce que bon faut savoir si le vautour est un charognard, c'est-à-dire il ne va tuer personne, il va bouffer les cadavres des gens, enfin des proies. Et du coup c'est un charognard, donc là en fait il attend juste une chose c'est que la petite fillette meure. Et c'est ça qui est horrible. Ce qui est horrible, c'est que justement, on est là, enfin, à nous montrer que, voilà, la fillette, elle en a plus pour longtemps. Elle est horrible cette image, on est bien d'accord. Bon, le photographe, voilà, comme je crois que je vous l'avais déjà dit, oui, je crois que Juliette d'ailleurs avait réagi de manière sauvage et violente. Euh, voilà, le journaliste, lui, il a voulu, voilà, prendre cette image parce que lui non plus, il pouvait rien faire, la fillette. Voilà, on n'avait plus pendant très longtemps. Hein, on aurait pu tout faire, voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que justement, cette image sert à choquer les gens. On veut vraiment leur dire, attention, il se passe un truc. Enfin, il y a des choses horribles qui se passent. Bon. Donc voilà, ces images chocs vont permettre, si je puis dire, de valoriser le discours, de lui donner beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de punch, enfin de choquer plus, de mieux choquer son auditoire. Donc création d'images chocs, transformation de la syntaxe. Alors là aussi, ça va valoriser le discours parce que ça va lui donner petit à petit une plus grande importance. Et notamment, on le voit avec Beauregard, c'est-à-dire au début, voilà, il est calme, posé. Et puis petit à petit, et ça je vous l'avais dit, justement, ses phrases commencent à devenir plus courtes, et surtout aussi sa gestuelle. Au début, il est calme, posé, mes chers concitoyens américains, voilà, il parle d'un ton posé, et à la fin, ça se transforme en... Enfin, voilà, il part en live, tout ça, il explose tout, ça devient terrible. Et voilà, ça montre justement, enfin, la transformation de la syntaxe. La syntaxe, donc, c'est la façon dont sont organisés les mots dans une phrase. Et ces mots, justement, vont être en parallèle avec la gestuelle. C'est pour ça que je vous parle de gestuelle. Et cette transformation de la syntaxe va accompagner, oui, une transformation aussi de notre gestuelle. Plus, voilà, enfin, au début, ça aurait paru bizarre s'il avait fait nos chers concitoyens américains. Oui, ça aurait donné, ça n'aurait pas été, alors que là, justement, il part doucement, plus rapide, jusqu'à exploser. Et sa syntaxe, justement, se voit. Et ça, justement, on peut le voir, voilà, quand des gens, par exemple, voilà, parlent de manière normale, et quand elles s'énervent, justement, elles vont parler beaucoup plus doucement, ou alors au contraire beaucoup plus de manière plus virulente.
Et notamment, ça va se voir sur la syntaxe, c'est-à-dire leur manière de parler. C'est-à-dire, soit on va avoir des phrases plus courtes qui vont s'énerver, ou alors des phrases plus longues, mais avec un vocabulaire différent, avec moins d'intonation joyeuse, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, vraiment, on va changer la syntaxe pour valoriser son discours, pour lui donner beaucoup plus d'importance, et pour vraiment, comme avant, un peu choquer les gens avant, et les spectateurs. Procédé syntaxique, donc ça, c'est les figures de style. Je vous laisse aller voir le cours, justement, elles donnent beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'importance au discours. Donc, maintenant, les effets écrits d'effacement. Donc là, à l'inverse, paf, on va chercher à éloigner le spectateur, ou l'orateur. C'est-à-dire que... le spectateur. C'est-à-dire que, justement, là, on va chercher à prendre de la distance. Autant, avant, justement, on voulait aller au contact, que ça soit, justement, par les expressions de leitmotiv, on va au contact des sentiments des gens, ou les chocs, paf, on veut les choquer. Là, au contraire, on veut calmer le jeu, les éloigner, et prendre de la distance. Et ça, on le voit notamment avec l'utilisation de la troisième personne ou du « on » de généralisation. Notamment dans le texte de Beauregard, il nous dit « on a perdu »,« on n'a pas »,« on nous attaque ». Vous voyez, c'est des choses... on n'arrive pas vraiment à savoir de qui il parle. Qui est « on » ? Parce que, bon, à la base, quand vous dites « on a fait ça », qui est on. Vous voyez, il n'y a pas de... Autant nous, vous voyez, le nous va englober vous et d'autres personnes. Ça va être un nous. Mais on... Enfin, on, ça... Est-ce que ça... Il y a 2, il y a 3, il y a 5 personnes, plusieurs... Enfin, est-ce qu'on s'inclut dedans Enfin, vous voyez, c'est assez imprécis. Par exemple, quand on dit « on peut penser que », est-ce que nous on pense ça, ou alors est-ce que c'est la société en général, ou est-ce que c'est Tartampion qui a dit ça avec un autre bref, vous voyez, le on est assez flou quand même. Bref, lexique moins polémique, plus abstrait. Là notamment on a donc les écrits d'effacement, effectivement comme je vous l'ai dit, on prend de la distance. Alors, oui, donc utilisation de la troisième personne, lexique moins polémique. Donc, on a perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Vous voyez, on a perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre, c'est assez flou. Et voilà, parce que là, il dit on n'a pas perdu la... Enfin, on a perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Qui est on Quelle bataille? Quelle guerre? Ou quand, comment. Vous voyez, c'est assez flou, justement. Il n'entre pas encore trop dans les détails, il est assez objectif pour l'instant. Bon, regarde, là, c'est tout au début du texte, justement. Alors qu'après, il va commencer à partir en live, et vraiment s'exciter, justement. Portée générale et universelle du discours, moins empreinte de subjectivité. Alors là, c'est tout autre, c'est justement là un discours qui se veut complètement neutre, c'est-à-dire il ne va y avoir aucun, rien de ce que je vous ai dit avant, dire pas d'anaphore, pas de création d'images choc, pas de procédé syntaxique, ça va être un discours vraiment simple, basique. Et par exemple pour tout ce qui est prévention, les discours par exemple de confinement ou des choses comme ça, voilà, ça reste simple, à la portée de tous, universel, pas de figure de style, pas de phrase leitmotiv, surtout en ce moment en plus. Voilà, on va rester simple pour que les gens comprennent l'essentiel. Et qu'il n'y ait pas... Voilà, enfin... Oui, c'est... Si, à la limite, quand ils vous disent français, française, ouais, voilà... Mais là, c'est même pas pour rassembler... Il n'y a même pas un sentiment, vous voyez, de patriotisme. C'est juste, on parle aux Français, aux Françaises. Voilà, point. C'est tout. Vous voyez, là, on est dans un discours sans subjectivité. Donc, la subjectivité, c'est justement quand vous donnez votre avis, quand vous vous impliquez vous-même, à l'inverse d'objectif.
Là, par exemple, un discours de confidence, c'est un discours objectif. Rien. Aucun de vos... Enfin, vous ne mettez rien de vous-même. Soulignement et effacement à l'oral. Alors, j'ai dit quelques petites choses avec l'expression leitmotiv, etc. par rapport à l'oral. Donc, le jeu avec la voix aussi peut servir à soit embellir votre discours, ou au contraire le rendre beaucoup plus solennel. On l'avait vu avec Giscard d'Estaing. Oui, il n'a pas une voix fifou, hein, c'est monotone. Pourquoi ? Pour garder le ton solennel, pour garder un ton sérieux. Il va parler de manière calme. Et après, vous avez un autre exemple avec Adolf Hitler. En 1933, justement, quand il est élu chancelier, il va prononcer un discours. Bon, forcément, c'est de l'allemand. Et non, l'allemand n'est pas une langue moche. C'est simplement les nazis qui l'ont rendu comme ça. Oh, terrible. Mais, justement, le Adolphe, là, il va en quelque sorte jouer avec sa voix. Parce que oui, il savait très bien parler. Et c'est pour ça que parfois, quand il va prononcer les mots nation ou Allemagne, il va mettre un ton. Il ne va pas dire wir sind in Deutschland. Nous sommes en Allemagne. Il ne va pas dire ça. Il va dire wir sind in Deutschland. Oui, il va vraiment insister sur Deutschland pour vraiment que tout le monde comprenne comme nation. Il va répéter Nation, Reich. Vous voyez, il va insister sur des mots vraiment clés pour, choquer un peu les spectateurs. Et là, ça va être un peu le même style que les créations d'images choc. C'est-à-dire, on va vouloir choquer le spectateur, lui dire wow, réveille-toi, là j'ai dit un mot très important. Voilà, Nation, Deutschland. Vous voyez, parce que le wir sind, nous sommes, voilà, il s'en fout. Enfin, voilà, ça c'est pour la construction de la phrase, c'est pour l'encadrer, tout ça. Voilà, mais lui, ce qui est important, c'est Deutschland. Wir sind in Deutschland. Ok, voilà. Et ensuite, la gestuelle et les mimiques. Donc ça, on le voit très bien avec Beauregard, quand au début il est calme, voilà, je vous l'ai déjà dit. Donc la gestuelle participe aussi à tout ça, à donner un peu plus de vivant. Bon, c'est la raison aussi pour laquelle je bouge beaucoup les mains, c'est pour rendre un petit peu vivant. Parce que, voilà, enfin, pour rendre un petit peu mon cours un peu plus vivant. Imaginez. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau cours. Il va s'agir de figures de style. Voilà, c'est fun. Vous voyez, là, forcément, ça va être beaucoup moins fun. Et mon discours va vous endormir. Surtout qu'apparemment, j'ai une voix qui endort. C'est terrible. Bref, mais du coup, voilà, c'est pour ça que je bouge les mains, tout ça. Pour ça qu'aussi en cours, je bouge, tout ça. C'est pour donner un peu de dynamisme. Même quand je faisais mes visites, voilà, je bougeais les mains pour dire aux gens wow, réveillez-vous, allez, on se réveille et on continue. Et aussi pour imager ma parole. C'est-à-dire beaucoup aussi de gens le font. Par exemple, voilà, Louis de Funès, quand il voulait dire punaise, ça me pète les reins, j'en ai marre. Vous voyez, avec les bras justement, comme une explosion, boum. Enfin voilà, la gestuelle va venir accompagner notre discours. Bref. Donc, voilà pour ce petit aspect de grammaire, donc effet de soulignement et d'effacement dans un discours. Alors, ça pourrait être important pour la pièce de théâtre que je vous donnerai à étudier. Oui, je lance ça comme paf, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Mais vous inquiétez pas, je vais vous parler en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. C'est terrible. Bref, étape 3, un discours politique, une parole pacifique. Alors, nous allons voir tout d'abord avec le document 1, Nelson Mandela, prix Nobel de la paix en 1993. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela, héros national de la lutte contre l'apartheid. L'apartheid, c'était quand il y avait la séparation entre noirs et les blancs en Afrique du Sud.
et premier président noir de l'histoire de l'Afrique du Sud. Prononcer ce discours d'investiture historique devant 60 000 personnes. Imaginez quand même, hein, le gars quand même, il en avait, hein, parce que parler devant 60 000 personnes, quand même. Majesté, Altesse, invités distingués, camarades et amis. Aujourd'hui, nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions de notre pays et du monde, nous conférons gloire et espoir à une liberté toute juste née. Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage, à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou toute autre discrimination. Nous avons réussi à franchir le cap. Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relatives. Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Que la justice soit présente pour tous, que la paix soit là pour tous, que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la disposition de tous, que chacun sache cela, car tant le corps que l'esprit et l'âme ont été libérés pour leur plein épanouissement, que jamais, au grand jamais, ce beau pays ne subisse l'oppression de l'un par l'autre, et ne souffre l'indignité d'être le pestiféré du monde. Pestiféré, c'est le gars, t'es un pestiféré, toi, c'est le gars qui a la peste à la base, qui était malade, et pour éviter de nous contaminer, on disait, c'est un pestiféré. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un que c'est un pestiféré, c'est, voilà, il est crade, ou il est sale, voilà. Voilà, nouvelle insulte. Pestiféré, voilà. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Non. Que règne la liberté. Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse. Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Je t'en prie. Donc, comment Mandela fait-il naître l'émotion, donc à travers le lexique, les pronoms et la conclusion. Donc là, je vous laisse réfléchir, donc vous aurez les trois. Donc, comment est-ce qu'il fait naître l'émotion via son lexique? Comment est-ce qu'il le fait via les pronoms? Et comment il le fait via la conclusion? Et même l'aspect en général du texte, justement. Donc là, c'est le moment où je vous laisse réfléchir. Je baille. Alors, vous pouvez écrire, j'expliquerai après. Lexique. Mandela fait naître l'émotion en opposant deux lexiques, point. Ainsi, virgule, la souffrance, donc là, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, blessure, abîme, privation, souffrance, souffre, fermez la parenthèse, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, et la discrimination, ouvrez les guillemets, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, esclavage, discrimination, oppression, pestiféré, fermez tout, s'oppose à la paix et à la liberté, s'oppose à la paix et à la liberté. Point final.
Donc vous voyez, on a vraiment un lexique qui se veut en deux temps. D'un côté, on a l'émotion de la souffrance, comme je vous le dis, avec les blessures, abîmes, privations, tout ça, l'esclavage, la discrimination. Cela, en fait, va faire naître chez le spectateur vraiment de l'émotion, de la pitié et de la compassion. On va chercher le mot. La compassion. C'est-à-dire, Mandela, il veut vraiment nous faire ressentir ce que les Africains ont ressenti, enfin les Africains du Sud. Et ces mots, justement, ils s'opposent à la paix et la liberté. Donc, qui sont respectés, qui sont répétés 3 ou 5 fois à peu près dans le texte. Et justement, ce n'est pas de manière anodine. C'est-à-dire, Mandela, il dit, voilà, on a souffert, on a pris cher, mais maintenant, le futur, il est là. Le futur, il est la paix et la liberté. Futur même présent. C'est-à-dire, vous voyez, voilà, certes, il se souvient de son passé, enfin du passé de son pays, mais il va s'en détacher justement pour avancer. C'est en fait ça, la puissance de Mandela, c'est qu'il va vraiment avancer. Il ne va pas regarder derrière lui, mais plutôt devant lui. C'est ce qui fait sa force. Pronom. Donc vous pouvez écrire. On remarque que Mandela n'utilise jamais la première personne du singulier, mais toujours la première personne du pluriel. Point. Il crée ainsi un lien entre lui et son auditoire, virgule, entre les noirs et les blancs. Point. Voilà, c'est ça Mandela en fait, enfin on le reconnaît vraiment très bien dans ce discours. C'est-à-dire, c'était pas le type à penser qu'à soi, ou à penser qu'aux autres quelque part. C'était le type qui réfléchissait vraiment de manière unie. C'est-à-dire, il n'était pas là, oui, vous les blancs, et vous les noirs, et moi Mandela. Non, enfin, vous voyez, ça sera un peu Trump ça. Là, non, Mandela, lui, il est là, noir, enfin blanc, noir, moi, on est tous ensemble, on est tous unis. Et justement, il veut aller, comme je vous le disais, il veut aller voilà, plus loin que le racisme. Parce que, bon, Dieu sait si les Blancs leur en ont fait baver, mais lui, il est là, on arrête. On arrête de se séparer, on arrête de se disputer, on se rassemble tous. Et c'est ça qui va faire sa force, justement. Conclusion, donc vraiment l'ensemble du texte. Vous pouvez écrire. Il termine son discours comme une prière chrétienne, donnant à son discours un aspect sacré. Point final. Alors voilà, c'est aussi là que je veux en venir, c'est qu'on a tout de l'aspect prière. Vous voyez là, c'est comment déjà Dieu qui est... Non. Toi qui es... Non. Ah. Et voilà. Je l'ai retrouvé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous, blablabla, mais délivre-nous du mal, amen. Et voyez donc Notre Père, oui, c'est ça, donc la prière des chrétiens, et justement cette prière, en fait on retrouve la même, organisation syntaxique dans le discours de Mandela. Vous voyez, à un moment, quand il dit que la justice, blabla, que la paix, blablabla. Vous voyez, on retrouve exactement la même formule. Que. Et à la fin, Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Amen. Vous voyez, ça correspond vraiment à une prière. Et ça montre que ce discours-là est vraiment sacré, que voilà, c'est un souhait qu'il fait. Il veut que toutes les personnes soient libérées. Vous voyez, c'est pas un ordre. Justement, c'est ça qui est beau avec Mandela, c'est que là, ce qu'il nous fait, c'est pas un discours de propagande, un discours politique. Il est pas en train de dire, moi, je vais faire l'égalité, vous allez tous entrer dans le rang, et puis, bah voilà, basta. Non, là, il dit, je souhaite vraiment que les gens s'aiment, enfin, que les gens se réunissent entre eux, qu'on bâtisse quelque chose ensemble, et que l'on fasse fi de nos griefs passés, pour avancer, justement. Voilà, donc c'est ça, justement, qui fait la force de Mandela.
Donc ça, c'était la question par rapport au texte. Après, on y reviendra. Mais par rapport, après, aux deux textes. Et justement, le deuxième texte, le voici, le voilà. Barack Obama, qui nous fait un discours lors de sa remise de son prix Nobel de la paix en 2009. Vos majestés, vos altesses royales... Oh, tiens, vous voyez, on se répète encore. C'est pas pour rien. Membres distingués du Comité Nobel de Norvège, citoyens des États-Unis et citoyens du monde. Je reçois cet honneur avec une profonde gratitude et une grande humilité. C'est un prix qui fait appel à nos plus hautes aspirations. Malgré la cruauté et la dureté de notre monde, nous ne sommes pas de simples prisonniers du destin. Nos actes comptent, et nous pouvons infléchir le cours de l'histoire vers davantage de justice. Et pourtant, j'aurais tort d'ignorer la controverse considérable que votre décision généreuse a soulevée. D'une part, parce que je suis au début, non à la fin de mes efforts sur la scène mondiale. En comparaison de certains des géants qui ont reçu ce prix, Schweitzer et King, Marshall et Mandela, mes réalisations sont faibles. Donc tous les personnages qui citent sont des personnages assez importants qui ont eu des prix Nobel de la paix, notamment Martin Luther King et Mandela. Nous devons tout d'abord admettre une dure vérité. Nous n'allons pas éradiquer les conflits violents de notre vivant. Il y aura des moments où des nations, agissant seules ou de concret, trouveront le recours à la force non seulement nécessaire, mais aussi moralement justifié. Cela dit, je le dis pleinement conscient de ce que Martin Luther King déclara jadis dans le cadre de cette même cérémonie, la violence n'apporte jamais la paix permanente. Elle ne règle aucun problème social. Elle ne fait qu'en créer de nouveaux et de plus compliqués. Moi qui me trouve ici en conséquence directe de l'œuvre de Martin Luther King, je suis la preuve vivante de la force morale de la non-violence. Je sais qu'il n'a rien de faible, rien de passif, rien de naïf dans le credo et dans la vie de Gandhi et de Martin Luther King. Mais en ma qualité de chef d'État qui a juré de protéger et de défendre son pays, je ne puis me guider d'après leurs seuls exemples. Je suis confronté au monde tel qu'il est et ne puis rester passif face aux menaces qui pèsent sur le peuple américain. Car vous ne l'aurez pas, le mal existe dans le monde. Ce n'est pas un mouvement non violent qui aurait pu arrêter les armées d'Hitler. Aucune négociation ne saurait convaincre les chefs d'Al-Qaïda de déposer leurs armes. Al-Qaïda, donc, c'est le groupuscule terroriste qui a notamment réalisé, si je puis dire, les attentats du 11 septembre 2001, dont Daesh est la continuité. Leurs âmes. Dire que la guerre est parfois nécessaire n'est pas un appel au cynisme. C'est la reconnaissance de l'histoire, des imperfections de l'homme et des limites de la raison. Mais le monde doit se rappeler que ce ne sont pas les institutions internationales, les traités et les déclarations qui lui ont apporté la stabilité après la Deuxième Guerre mondiale. Quelques erreurs que nous ayons commises, la vérité toute simple est celle-ci. Les États-Unis d'Amérique ont contribué à garantir la sécurité mondiale. Pendant plus de 60 ans, par le sang de leurs citoyens et par la force de leurs armes. Le service, le sacrifice de nos hommes et femmes qui portent l'uniforme a promu la paix et la prospérité de l'Allemagne à la Corée et a permis à la démocratie de prendre pied dans des endroits tels que les Balkans. Balkans, c'est Europe, Yougoslavie, tout ça. Nous avons assumé ce fardeau, non pas parce que nous cherchons à imposer notre volonté, mais en raison de notre intérêt éclairé, parce que nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, et que nous pensons que leurs vies seront meilleures si les autres enfants et petits-enfants du monde peuvent vivre dans la liberté et dans la prospérité. Donc oui, les outils de guerre ont un rôle à jouer pour préserver la paix.
Et pourtant cette vérité doit coexister avec une autre. Aussi justifiée soit-elle, la guerre promet une tragédie humaine. Voilà. Toujours, Obama, il fait toujours des super discours. Enfin, c'est... Waouh. Non, contrairement à son successeur. Mais bon. Bref. Pourquoi peut-on dire qu'Obama se présente avec humilité ? Donc l'humilité, ça fait référence à quelqu'un qui est humble. Donc ça veut dire qu'il va pas dire ouais je suis le meilleur, moi je vous écrase tous, je suis supérieur à vous bande d'inférieurs. Non, c'est quelqu'un au contraire qui est certes plus que les autres, mais qui ne va pas, mais qui va rester au même niveau que les autres justement. Donc oui, je vous laisse réfléchir. Mettez pause. Et maintenant, lecture. Vous pouvez écrire. Dès la première phrase de son discours, virgule, Obama annonce son humilité. Point. Il se montre également humble en rendant hommage à des personnalités qui ont marqué la paix au XXe siècle. Point. Final. Ah, je sais c'est quoi, je vais expliquer. Donc, on voit qu'il est humble, justement, parce qu'il ne veut pas se dire moi, je suis meilleur Gandhi, moi, je suis meilleur Martin Luther King. Non, non, justement, il redescend. Bon, après, il aurait même tendance à descendre encore d'une case en disant Martin Luther King, il est là, moi, je suis là. Enfin, vous voyez, c'est... Et encore que, ça va. Mais, vous voyez, il va se mettre vraiment au même niveau que ces hommes-là. Il va rester humble en disant... Voilà, moi aussi, ça se trouve, je fais des erreurs ou des choses comme ça, mais non, mais je fais tout pour la paix, justement. Alors, définissez la situation de communication. Pardon. Alors, définissez la situation de communication, statut de l'orateur, son public, lieu, contexte politique, etc. Discours de Mandela. Donc là, je vous laisse chercher. Là je voulais chercher en fait sur internet. Vous pouvez aller googler Mandela, regarder qui il est, regarder sa page, des petites vidéos. Il y a des petites vidéos bien sympas sur Mandela justement qui vous expliquent bien qui c'est. Je sais pas. Alors après, comme on n'a pas, enfin du moins pour ma part, comme je n'ai pas encore le programme de première et de terminale, je ne sais pas si on verra Mandela. Après il y a des chances. Il y a des chances que je vous en parle en histoire ou des choses comme ça. Mais voilà, mais là je vous les ai mis un petit résumé justement. Donc voilà, ah oui, mais c'est vrai que je vous l'ai déjà donné tel quel. Mais allez regarder quand même des vidéos histoire de justement savoir qui c'est, voilà ce qu'il a fait. Et je vais vous en expliquer juste avec ces deux lignes. Le président d'Afrique du Sud, donc Afrique du Sud tout au sud de l'Afrique, oui c'est QFD, s'adresse aux dirigeants du monde entier et à son peuple à Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud et symbole du pouvoir des Blancs. Alors Pretoria, c'est la capitale de l'Afrique du Sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nouveau. Avant, c'était Le Cap, la capitale de l'Afrique du Sud, mais c'est devenu Pretoria. L'Afrique du Sud vient de sortir de l'apartheid. Donc l'apartheid, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement ségrégation, comme je l'ai mis, contre les Noirs. C'est-à-dire que les Blancs contrôlaient le pays. Et qu'ils vont vraiment mettre à l'écart. On a vu ça notamment, on voit ça notamment dans le Black Handsman, où ces noirs sont rejetés en Afrique du Sud, c'était ça. C'est-à-dire que dans les bus, par exemple, vous aviez les places pour les blancs, les places pour les noirs. Toilettes, les toilettes publiques, pareil. Vous aviez les toilettes pour les blancs, les toilettes pour les noirs. Et voilà, et les noirs étaient toujours, voilà, vous êtes que des inférieurs, nous sommes les meilleurs, nous les Bowers. D'ailleurs, à ce propos, tiens, oui, très bonne idée. Je vous invite à aller regarder le film Invictus. Invictus avec Morgan Freeman, j'y ai pas du tout pensé, mais oui, avec Morgan Freeman qui incarne justement Mandela. Et avec l'autre, Matt Damon, qui justement incarne un joueur de rugby. Et en fait, à travers ce sport, on va vraiment voir la pensée de Mandela. Et en plus, le film est vraiment très émouvant, enfin, il prend vraiment bien nos tripes, donc je vous le conseille vivement.
D'ailleurs, je vais vous conseiller d'autres films, mais ça, oui, ça viendra. Mais justement, j'ai oublié de le mettre, mais Invictus. Donc, allez le voir, il vaut la peine. Et vous comprendrez aussi qui est Mandela, justement. Et ce qui se passe. Discours de Barack Obama. Bon, je ne vous présente pas Barack Obama, hein, voilà, sans vous insulter. Le président des États-Unis s'adresse aux médias du monde entier à Oslo. Oslo, capitale de la Norvège. Voilà, je suis sûr que tout le monde a répondu. Bref, lors de la remise du prix Nobel. Le but de ce déplacement à Oslo est peut-être de donner l'image d'un lauréat comme les autres. En effet, Obama, qui vient d'être élu président, n'a encore rien fait de concret pour la paix à ce moment-là. Il est président d'un pays en guerre. Oui, parce que c'est au début de son mandat qu'il l'a reçu. Bon. Et je vous rappelle la situation, quand Obama est arrivé, voilà, l'Irak, c'était... Bam, Bush, il avait... Enfin, comment il s'appelait déjà ? George Bush. George Bush Jr., justement, il avait complètement déglingué l'Irak, l'Irak. L'Afghanistan, tout ça, les États-Unis étaient en pleine guerre, justement, pour essayer de trouver Al-Qaïda. Bon, ils défonçaient la population, mais bon, ça, c'est un détail, hein, voilà. Mais bref. Surlignez les différents procédés qui mettent en valeur le discours. Expliquez-les ensuite. Alors, tout d'abord, anaphore. Donc là, je vais vous demander de surligner les anaphores en jaune. Ce que vous trouvez comme anaphore. Et en fait là c'est le principe même de ce que vous aurez toujours à faire, c'est-à-dire me mettre la citation et me l'expliquer. Là en l'occurrence je vous demande de montrer les anaphores et de me les expliquer. Voilà, simple, basique. Donc vous pouvez écrire la répétition des mots du temps insiste sur un tournant, virgule, une révolution. Point. Les que, entre guillemets, marquent un espoir, virgule, une prière. Comme je vous l'ai dit, que ton soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, le que. Point. Cette phrase exprime un souhait. Point. Ainsi, virgule, au cours du discours, virgule, Mandela va du passé vers le présent et même le futur. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on a ce changement. Et effectivement, ce que je ne vous ai pas dit avant, c'est le temps est venu de passer. Le temps de la construction approche. Vous voyez, c'est un temps qui bouge. C'est-à-dire que là, Mandela, il est en train de créer une révolution. Il est en train de vouloir faire bouger les choses. Que les choses changent. Et qu'elles ne restent pas telles quelles, figées, justement, dans leur passé. Image choc. Donc là, on est sur les procédés de valorisation du discours. Hein. Image choc. Donc là, je vous les laisse surligner en vert. Alors, vous pouvez écrire les images propagées par Mandela illustrent un futur plein d'espoir où les Sud-Africains, donc Sud-Africains, sont unis et libres sans distinction de peau. Point. Quant à Obama, alors quand Q-A-N-T, parce qu'il a un A devant, A et O, A-U, on met toujours un T à quand. Quant à, quanto. Voilà. Sinon tout le reste a un D. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais un rappel est toujours bon. Quant à Obama, virgule, il utilise de grandes figures pacifiques ou dangereuses pour montrer cette dualité entre paix et guerre. Point final. Alors, voilà, on va vraiment... image choc, là. Vous voyez, attention, quand je dis image choc, elles sont pas forcément mauvaises. C'est vrai que l'image choc que je vous ai donnée, c'était pas non plus du luxe, niveau positivité. Mais là, notamment avec Mandela, on a une image choc. On a une image de espoir. On a une image d'espoir. C'est-à-dire, là, il veut choquer les gens. Il veut leur dire, voyez, on peut avoir un pays uni sans que l'un défonce l'autre ou que l'autre défonce l'un.
Non, on veut un pays uni, sans distinction de peau. Bon, on irait presque vers l'utopie, mais pour le coup, Mandela veut vraiment concrétiser cette forme d'utopie. Il veut vraiment lui donner un aspect réel et profond. Et Mandela, lui, justement, il va vraiment insister sur cette dualité entre paix, qui veut, bah, il souhaite la paix, hein, enfin voilà, c'est pas non plus, voilà, Rambo. Mais il est conscient, c'est-à-dire il est réaliste et sait que son pays est en guerre. Et que du coup, bah, forcément, enfin, il va devoir d'abord faire la guerre pour ensuite avoir la paix. Mais il se dit que, voilà, c'est vraiment, vous voyez, là, Obama le tourne vraiment à dire que la guerre, c'est nécessaire. Enfin, il n'a pas le choix. S'il avait le choix, bien sûr qu'il choisirait la paix. Enfin, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas Rambo. Mais là, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que face à Ben Laden et Al-Qaïda, voilà, il va pas répliquer avec des licornes et des arcs-en-ciel, hein. Donc bon, c'est bien beau de dire la paix, mais à un moment, bim. Et là, c'est en fait ce qu'il dit. Il dit, je sais, la guerre, c'est pas bien, c'est tout ça, mais là, j'ai pas le choix. Pareil, il reprend l'histoire, oui, l'histoire avec Hitler. Oui, là, il fallait. C'est-à-dire, on pouvait pas aller voir Hitler et dire, ah bah, tu sais, c'est pas bien hein, ce que tu fais, hein. Donc bon, et être méchant, bah c'est pas bien être méchant, hein. Donc arrête d'être méchant et sois bien. Non, enfin, non, ça marche pas. Désolé pour si je casse le rêve utopique et pacifique de certaines, mais non, il y a des moments où sortir une mitraillette et voilà et faire la guerre, c'est nécessaire. Putain, pitié, ne coupez pas la vidéo et me faites pas, voilà, me faites pas montrer comme un terroriste, voilà. Je dis bien ça dans le cadre de notre pays, tout ça. Enfin non, on n'allait pas prendre des armes, non, c'est pas bien. Les armes, c'est pas bien. Mais là, selon Obama, je parle au nom d'Obama. C'est-à-dire que là, il dit la guerre, c'est utile. On est obligé, on n'a pas le choix. Enfin, voilà. Et voilà. Oula. On va me faire passer pour un terroriste, ça va être terrible. Bref. Et voilà. Oui, les procédés syntaxiques. Après, je vais juste vous faire surligner les procédés syntaxiques. Donc les procédés syntaxiques, c'est tout simplement les figures de style. Alors les figures de style, justement, on va les retrouver notamment pour le discours de Obama, quand il parle notamment de la pauvreté. La pauvreté, la privation, la souffrance. Vous voyez, on a une gradation ici. C'est-à-dire, on va commencer par la pauvreté, la privation, qui est vraiment au-delà de la pauvreté, et la souffrance, qui vient, vous voyez, voilà, en dernier. Là, on a une gradation, justement. Après, vous en avez d'autres. Insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Donc là, une métaphore. Insuffler l'espoir. Enfin, il n'y a pas un type qui va prendre un tube et il va mettre l'espoir et paf dans le cœur du gars. Non, c'est vraiment au sens métaphorique. On va insuffler l'espoir, on va le transmettre. Mais là, pareil, pour donner des images, et aussi une nation arc-en-ciel. Là, pareil, on a une métaphore justement d'une nation unie. Pas de blanc, pas de noir, pas de jaune, pas de tout ce que vous voulez. Non, tout le monde ensemble. On s'en fout de la couleur, on s'en fout de quelle nationalité vous venez. Vous êtes ensemble dans un pays uni. Et c'est ça qu'il veut montrer avec le arc-en-ciel. Oui, on n'en est pas encore au discours LGBT, hein, donc calmez-vous. Mais non, c'est une nation arc-en-ciel, c'est une nation où voilà, toutes les couleurs ne forment plus qu'un pour faire un arc-en-ciel. Voilà. Mais oui, après, il y aura les LGBT qui vont reprendre ce drapeau. Alors, comment se construit le discours des deux présidents ? Donc là, je vous laisse réfléchir. Et vous pouvez écrire. Donc bien sûr, bon, j'ai dit beaucoup de choses sur Mandela. Donc on va plus insister sur Obama. Mandela, vous pouvez écrire. Mandela semble faire une prière, car cela s'en rapproche
dans la formulation et la forme. Point. Obama utilise une argumentation construite autour de la paix et de ses limites. SES, hein, ses limites, à travers des exemples concrets. Point. Dans ce troisième paragraphe, virgule, les connecteurs logiques sont abondants. Ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets. Mais, car, donc, et pourtant. Point. Enfin, fermez tout, point. Obama souhaite être particulièrement convaincant dans ce paragraphe, car il est délicat de défendre la guerre lorsqu'on reçoit un prix Nobel de la paix. Point. Il cherche donc à rendre sa thèse logique, virgule, indiscutable. Point. Final. Donc, pour Mandela, je vous avais dit, voilà, une prière, tout ça, blablabla. On a déjà parlé. Mais Obama, ce qu'on va voir, c'est que justement, il va faire quelque chose de vraiment construit. Il commence avec une petite intro, ensuite tac tac, et vous voyez, toutes ces idées sont vraiment bien construites. C'est un discours organisé. Ça va montrer que justement, c'est quelqu'un qui est organisé, qui sait où il va, et surtout, ça va donner beaucoup plus de puissance à son discours. Donc après, dans un deuxième temps, justement, on est vraiment voilà dans cette logique de discours, donc en introduction, quart, tout ça. Et après, c'est vrai que dans un deuxième temps, quand il nous parle de la guerre, il y va avec des pincettes. Parce que oui, le gars, on lui donne un prix Nobel de la paix. Ouais, alors la guerre, finalement, c'est peut-être pas si mal. What? Voilà, non, justement, il va le tourner, comme je vous l'ai dit, de manière à montrer que il n'a pas le choix. Enfin, il voudrait la paix, mais il n'a pas le choix pour défendre son pays. Bref. Alors après, c'est vrai que quand vous utilisez l'image de Gandhi, c'est différent. Gandhi, en fait, était un Indien qui s'est battu pour l'indépendance de l'Inde des Britanniques. Et notamment dans les années 1940, il va faire une marche du sel. Alors, en quoi consiste-t-elle, justement? En fait, les Anglais avaient dit aux Indiens, le sel, vous n'y avez plus droit. Et du coup, Gandhi, lui, ce qu'il a fait, il a fait une petite promenade de quelques centaines de kilomètres et il allait toucher du sel. Les Anglais étaient là, non mais what the fuck, enfin c'est quoi ce mec? Et Gandhi était là, voilà, vous voyez, votre loi de je touche pas du sel, et je m'en fous. Mais tout ça, il va le faire sans violence. Bon, bien sûr, après, les Anglais vont répliquer à coups de balle. Voilà. Donc bon, on ne dira rien. Mais bref, ça sera... Je sais pas si je vais vous en parler, justement, en première ou en terminale. Je sais qu'en terminale, là, actuellement, je leur parle de la décolonisation de l'Inde. Mais vous, je ne sais pas. J'espère. Parce que c'est pas mal, ça, c'est passionnant. Bref. Donc voilà ce qui était Gandhi. Gandhi, c'était le gars vraiment pacifique de pacifique. Il a jamais mené une action, on va dire, violente contre quelqu'un. C'était vraiment quelqu'un de pacifique. Et Obama voudrait être comme ça, mais ça coince un peu. Étape 4, influencer... non, attendez, je suis allé peut-être un peu trop vite. Oui, j'ai oublié. J'ai oublié cette dernière question. Les orateurs défendent-ils la même thèse à l'aide des mêmes arguments? Alors, là, vous pouvez écrire. Donc là, c'est ce dont je vous ai parlé assez souvent. Les deux orateurs. Donc, orateur, c'est quelqu'un qui parle. Orateur, oral. À l'oral. Les deux orateurs défendent la paix et la réconciliation. Point. Toutefois, Obama considère que la guerre est malgré tout nécessaire. Mandela s'appuie sur des arguments relatifs aux valeurs de paix, de justice et de liberté. Point. Obama utilise des arguments d'autorité,
avec des personnages comme Martin Luther King et Gandhi. Donc des arguments d'autorité, dans le sens, ce sont des personnages qui ont eu une autorité, c'est-à-dire qui ont eu un charisme, enfin des gens qui ont guidé. D'ailleurs, Gandhi, on l'appelle le Mahatma Gandhi. Un Mahatma, en Inde, c'est un guide spirituel. Donc Gandhi était vraiment un guide spirituel. Et Martin Luther King, c'était vraiment le guide pour les Noirs, justement, américains. Donc voilà pour ces 2 discours. Alors, je vais juste vous finir par 2 discours, justement, enfin, l'un est un discours, le deuxième est un pseudo-discours, où on va montrer justement que, voilà, on va chercher à sensibiliser les gens. Là, je vais surtout partir sur des images chocs, comme je vous le disais avec les procédés. Là, on va partir pour valoriser des discours, des gens vont utiliser des images chocs pour vraiment choquer les gens. Étape 4, influencer les gens pour de nobles causes. Enfin bon, là c'est l'environnement et la tolérance. J'ose espérer que vous considérez ça comme de nobles causes. Sinon, on va peut-être avoir quelques différends. Mais bref. Alors, je vous ai mis en guise d'introduction. Pour défendre une cause juste, il ne faut pas hésiter à dire les choses de manière brutale, au risque d'être mal interprétées. Pour cela, il est important de bien savoir construire son discours et de soigner sa présentation pour espérer avoir le plus d'impact possible. Donc ça, on l'a vu notamment avec Obama. Il a toujours la classe. Et comme on l'a vu dans son discours, tac, 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 tac. C'est organisé. Organisé en plusieurs paragraphes. Alors, tout d'abord, on va commencer avec le discours de Greta Thunberg lors de la COP24. Alors là, je vous mettrai justement un lien YouTube qui vous emmènera sur ce discours. Ce discours donc de Greta Thunberg. Alors, grosso modo, qui est Greta Thunberg? C'est une jeune fille de 16 ans qui se bat pour l'environnement. Une Suédoise, oui, je crois que c'est une Suédoise, oui, finlandaise. Je sais plus. Bref. Donc, avec la question suivante, comment Greta Thunberg parvient-elle à ouvrir les yeux aux gens? Donc là, voilà, je vous laisse réfléchir en ayant vu la vidéo. Donc, vous pouvez écrire, j'expliquerai après. Greta Thunberg, virgule, lors de son discours, virgule, se tient droite et s'exprime dans un anglais correct alors qu'elle n'a que 15 ans. Point. Elle impressionne par son jeune âge, mais elle parvient à sortir de cette image d'adolescente pour s'exprimer sur le climat de façon très mature. Point. Elle fait fi des conventions politiques. Qu'elle fait fi, d'ailleurs elle s'en fout. Grossièrement parlant. Elle fait fi des conventions politiques et diplomatiques, allant jusqu'à dire au président qu'ils ne sont pas matures. Point. Son message pourrait faire sourire, mais pourtant ses arguments sont efficaces et réalistes. Point. Final. Alors, en effet, justement, Greta Thunberg, elle impressionne. La gamine, elle a 15 ans. Elle se ramène devant des types de 60 balais à peu près, et elle leur dit, en face des yeux, vous êtes pas mature, vous êtes complètement irresponsable. Vous imaginez quand même, voilà, il faut quand même en avoir, avoir quand même de la confiance en soi et vraiment des arguments solides pour oser dire ça à des énarques. Et justement, son discours est vraiment très bien fait, très bien construit, bons arguments, des images chocs, et également, elle va insister avec vraiment sa gestuelle, et d'ailleurs, elle va pleurer. Bon,
vu la gamine, ça m'étonnerait que ce soit du surjoué. Dire, ça m'étonnerait qu'elle se soit crevé les yeux pour pleurer. C'est justement c'est ça qui est fort aussi avec elle, c'est que on a de l'empathie, on ressent ce qu'elle ressent, on ressent sa rage, on ressent sa frustration de voir des types en face d'elle qui foutent la planète en l'air. Et voilà, et d'essayer de les secouer, de leur dire bougez-vous les fesses, enfin ça devient urgent. D'ailleurs c'est le cas, hein. Enfin quand on voit l'environnement, ça devient critique. Vous voyez par exemple le Covid-19 ou des choses comme ça, euh, à cause de la pollution et de tout ce qui s'ensuit, des épidémies comme ça serait pas la première. Et oui, ça qui est triste. Notamment après aussi au niveau des incendies, vous voyez Tchernobyl par exemple qui a encore pris feu, Tchernobyl qui est juste une centrale atomique super dangereuse, bah bon voilà. Et l'Australie qui a pris feu, enfin vous voyez le gouvernement, l'environnement commence un petit peu à partir en live, et justement c'est pour ça que Greta Thunberg insiste vraiment à cette manière de s'exprimer, comme Mandela, comme Obama, pour vraiment faire réagir les gens. Image choc, bim. Et pour des nobles causes, donc pour l'environnement, pour le futur. Enfin même futur très proche, voilà, même un présent. C'est ça que en fait elle veut montrer, c'est que elle n'est pas en train de dire oui pensez à vos petits enfants. Non non, pensez déjà à nous au présent et juste à vos enfants. Ça montre une chose, ça montre que enfin, dès notre existence, même avant qu'on ait des enfants, on va trinquer. C'est ça qu'elle veut justement nous faire réfléchir. Alors, voilà donc pour Greta Thunberg. Alors ensuite, j'aborde un autre point. Alors, je vais vous lire l'intro. Les discours sont sont le moyen de diffuser une idée, mais la façon dont est amenée celle-ci peut amener à convaincre l'auditoire tout aussi bien. Atteindre le cœur est tout aussi difficile que l'esprit, car il faut avoir la bonne tonalité et le rythme. Cela permet de donner beaucoup plus d'impact à un discours. En effet, ça on l'a vu avec Mandela. Je confonds. Avec Mandela, justement, on a vu que là, il insiste beaucoup. Autant Obama est vraiment dans... Vous voyez, si on voulait rapprocher, Greta Thunberg et Obama se ressemblent. C'est-à-dire, tous les deux ont des discours très précis et très réalistes. Mandela, lui, attention, c'est organisé, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est organisé. Mais là, lui, ce qu'il recherche beaucoup plus, c'est le cœur, c'est la passion. Et justement, il veut faire ressentir des choses aux gens, autre que leur donner des trucs réalistes. Il veut vraiment être sensible, pouvoir toucher le cœur des gens. Et là, justement, la chanson dont je vais vous parler reprend ça, justement. Donc la chanson, c'est Inch'Allah de Grand Corps Malade, qui fait un feat avec... zut, j'arrive plus à me souvenir de l'autre chanteur. Je connais pas trop l'autre chanteur, mais Grand Corps Malade, je le connais plutôt... Enfin, je connais plutôt bien pour l'avoir étudié avec d'autres vos camarades. Grand Corps Malade, alias Fabien Marceau, donc c'est son vrai prénom, hein, Fabien Marceau, qui a eu un accident justement de... Je crois que c'est au basket, ou... Non, une maladie, non c'est une maladie. Oui, parce qu'à la base il faisait du basket, il a eu une maladie, et du coup bah, sa jambe voilà, était un peu déglinguée, ou un accident, j'arrive plus à m'en souvenir, mais bref. Et de là il a décidé de se lancer dans le slam. Alors le slam, c'est du rap, mais plus différent. Bon, mieux. Voilà. Et voilà, donc de quelle manière Grand Corps Malade diffuse-t-il ses idées? Donc, vous pouvez écrire, enfin je vous laisse réfléchir, bien sûr, et vous pouvez écrire le slam, S-L-A-M, le slam de Grand Corps Malade, entre guillemets, Inch'Allah, c'est marqué enfin, dans le titre de la vidéo. Oui, d'ailleurs, regardez la chanson, hein. Enfin j'ai mis le lien, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, vous comprendrez beaucoup mieux, et saurez beaucoup mieux répondre à la question. Inch'Allah, rend son discours plus efficace, point. En effet,
le rythme des paroles et son contenu participent à diffuser cet esprit du, entre guillemets, tous ensemble. Fermé, point. La disposition scénique joue aussi dans la crédibilité du discours. Point. Comme on peut le voir au début, les deux chanteurs, entre guillemets, qui sont sur scène n'ont aucune prestance et présence. Point. Fabien Marceau, mon grand corps malade, quant à lui, parvient à donner du dynamisme à sa poésie tout en transmettant ses valeurs de tolérance à l'image de Mandela. Point. Enfin, le titre Inch'Allah sonne comme un credo, virgule, un refrain d'espoir, loin de toute la dimension religieuse. Point final. Alors, attendez. Alors, tout d'abord, donc le rythme. Le rythme, justement, Grand Corps Malade a ce rythme, d'ailleurs on peut le revoir dans ses autres chansons, Roméo plus Juliette, etc. Il a toujours un rythme, d'ailleurs c'est ce qui fait son slam, c'est qu'il a un bon move, un bon flow, voilà, je cherchais le mot, un bon flow, et pour diffuser ce tous ensemble. Alors, disposition scénique, bien sûr, joue. En plus, nous sommes là à un mariage, donc quelque chose qui est censé réunir, enfin, un événement qui est censé réunir des gens. Et comme vous pouvez le voir, les deux chanteurs du début, aucun dynamisme, les gens s'ennuient, il n'y a rien, il n'y a aucune valeur. Vous voyez, il n'y a aucune saveur, il n'y a aucune passion. Et là, paf, Fabien Marceau arrive, et là, il va donner du dynamisme, il va donner déjà aux gens l'envie de bouger. Et l'envie de bouger, non pas tout seul, mais ensemble. Justement, on bouge ensemble. Et c'est ça qui, en fait, c'est vraiment, enfin, imagé. C'est-à-dire, il veut faire bouger les choses, il veut faire bouger les gens ensemble. Il veut pas que, voilà, Tartampion, il bouge tout seul chez lui. Non, il veut que tout le monde se réunisse et bouge ensemble. Et voilà, on est vraiment dans cette attitude utopique. Et alors, oui, comme je vous disais, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, si Allah le veut. Si Dieu le veut, nous aussi, on dit ça en France. Et voilà, donc c'est un... Voilà, si Dieu le veut, Inch'Allah. Mais là, vous voyez, enfin, on retrouve pas trop la dimension religieuse. Je sais pas si Fabien Marceau est musulman, je sais pas. Mais là, vous voyez, on retrouve pas du tout. Enfin, quand justement, vous avez tous les chanteurs, les comme ça qui arrivent, qui disent Inch'Allah, ils le disent pas, voilà, en mode je suis musulman, Inch'Allah, voilà. Non, ils le disent parce que c'est une formule qui va bien. Voilà, ça sonne vraiment bien, justement, si Dieu le veut. Allons-y, enfin, espérons. Et voilà, on est vraiment dans cette idée, justement, de réunion. Et notamment aussi, on le voit avec les chanteurs qui arrivent. On voit que ces chanteurs, justement, sont toujours voilà, souriants, qu'ils imposent vraiment la paix. Yannick Noah, voilà, en termes de paix, de tranquille, il n'y a pas mieux. Après, il y a les autres aussi. Il y a Danny Boone, oui, Danny Boone, qui vient, enfin, vous voyez, des gens, voilà, qui transmettent la bonne humeur, justement. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette chanson, en plus. C'est que vraiment, elle est vraiment porteuse de bonnes valeurs, de tolérance, justement. Et voilà. Et ben voilà. Ben, je crois que nous avons fini pour ce cours. Enfin, la parole en spectacle, on a fini pour la première séquence. Ouais. Ouais, vous êtes exclamé de joie en disant oui, c'est fini. Eh bien non, ça ne fait que commencer. Puisqu'effectivement, en fait, là, donc, on a fini la première séquence. Donc, parole en spectacle, mais vu, voilà, disposition scénique, tout ça, on l'a vu d'un point de vue cinématographique. Je vous ai montré à travers des discours, etc. Mais dans la deuxième séquence, on va voir la même chose,
mais sous une forme autre, qu'est le théâtre. Alors, ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous faire un cours rapide sur le théâtre, qui suivra sur une séquence où justement je parlerai de la parole en spectacle. Oui, pardon, ça a coupé. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors en 2 temps. Donc, premier temps, je vous parle du théâtre, je vous montre une étude de cas justement sur une pièce de théâtre et avec un extrait. Et après, je vais vous donner un exercice à faire. Et là, je vois déjà tout râler, la Jade qui commence déjà à monter au front, à vouloir me lancer des cailloux. Non, ne me lance pas de cailloux. Alors, ce travail, en quoi consistera-t-il? Et là, je le sens, enfin, vous voyez, la vidéo est en train de se tourner là, mais je le sens déjà, vos regards assassins. C'est terrible, c'est terrible. Mais bref. Donc, cet exercice, vous aurez le temps. Déjà. Je crois que c'est le truc le plus important à vous dire. Vous aurez le temps puisque je vous laisse jusqu'au 8 juin. Vous avez bien entendu, le 8 juin. Donc, vous avez le temps. Donc, ne venez pas me dire... Non, vous avez le temps. Le 8 juin. C'est dans longtemps. Donc, vous avez le temps. Voilà. Donc, le 8 juin. Et donc ce travail consistera en fait à que vous choisissiez une pièce de théâtre quelconque. Enfin, je vous en donnais des exemples, mais vous pourrez choisir n'importe quoi. Enfin, vous pourrez choisir une antique, une du 19e, une moderne, comme vous voulez. Je vous en donnais certaines, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Et après, donc, du coup, vous reviendrez vers moi, vous me direz quelle pièce je vous ai choisi, etc. Voilà, après, je verrai, parce que j'ai pas envie que deux groupes se retrouvent avec deux pièces de théâtre, la même pièce de théâtre. Du coup, on verra. Ce sera peut-être au plus rapide qui me dit, voilà, ouais. Bref. Alors, voilà, donc ce sera un travail de groupe. Vous pourrez le faire tout seul, à 2, à 3, pas plus, parce qu'après ça va être chiant. Et là, vous allez me dire, ah, mais on est confiné. Oui, je le sais bien, moi aussi je suis confiné, donc oui, je sais ce que c'est. Mais vous pouvez quand même communiquer. Je veux dire, on fait tous des apéros via Skype ou via Messenger, ou voilà. Vous pouvez très bien travailler à 2. Voilà, je pense. Bon, bref. Et, ou même à 3, enfin moi je joue au Messenger, voilà, j'arrive à être à 6 avec mes amis. Bon, donc vous pouvez parfaitement le faire. Et après, bah voilà, si vous avez des questions de groupe, on peut se faire une sorte de réunion avec moi et le groupe et en discuter. Voilà, par exemple. Donc voilà, après je vous rassure, je vais vous envoyer une fiche, j'aurai tout marqué, tout bien. Voilà, attendez juste le cours pour commencer. Mais essayez de trouver une pièce de théâtre, si vous avez une pièce de théâtre en tête, ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, après, justement, donc ce travail sera noté. Bah oui, bien sûr. Et vous passerez... Là, c'est la partie où vous allez encore m'exploser. Vous allez passer à l'oral. Et oui, et pas devant n'importe qui, devant les premières. Alors, je vous explique pourquoi. Écoutez-moi avant de crier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait justement les premières, l'année prochaine, vont aussi faire la parole en spectacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la parole en spectacle est au programme de terminale et voilà, ce qui fait qu'actuellement, par exemple le cours que je vous ai fait, je l'ai fait aussi au terminal. Bon, on est un peu plus costaud, mais voilà. Donc, ce qui montre qu'en fait justement les premières là que j'ai, l'année prochaine, elles vont aussi avoir la parole en spectacle. Vous, par contre, comme vous êtes un nouveau programme, vous avez un nouveau programme, vous le fait faire en seconde. Et du coup, en fait, ce que je voudrais faire, c'est déjà vous faire travailler sur une pièce de théâtre. Parce que, attendez, je veux pas que vous arriviez avec un petit extrait. Non. Dans l'idéal, je voudrais que vous lisiez la pièce de théâtre. Bon, je suis peut-être un peu utopique. Mais, voilà, ou au moins vous me fassiez un résumé clair et concis. Mais par contre, lisez-la quand même, parce que bon, je peux vous poser des questions sur autre chose, voilà, enfin oui, les petits coups vicieux, là, paf. Bref.
Et du coup, vous allez passer devant les premières. Voilà, on vous rassure, hein, ça va pas être long. Pour leur expliquer donc ce qu'est la pièce de théâtre, le passage et en quoi c'est important dans la part en spectacle. Je leur ferai prendre des notes, etc. Pour que l'année prochaine, elles aient déjà des pièces de théâtre en tête. Voilà. Voilà. Et sur ce, donc, je vous transmettrai tout. Alors, après 6 juin aussi, vous aurez deux choses. Donc, atelier d'écriture. Mais ouais, à la limite, je vais en parler dans une autre vidéo. Ouais, je vais faire une petite vidéo, voilà, parce que je comptais le faire pour les autres classes aussi. Mais pour vous, par contre, l'atelier d'écriture, vous pouvez me rendre des travaux, ce sera des notes bonus. Je vous rassure, ce sera du bonus. Si vous ne les rendez pas, ça ne comptera en rien. Voilà, c'est du bonus. Et je sais, vous allez me dire, ah, mais on n'a pas le temps. Bonus, donc si vous ne le faites pas, tant pis. Mais c'est juste histoire de vous occuper en français. Voilà, vous faire des choses, etc., vous faire réfléchir. Voilà, mais ça, je vais en parler plus précisément. Et en troisième, qu'est-ce que... Ah oui, et des films à voir. Donc je vais vous donner aussi toute une liste de films à voir. Vous aurez la version disponible sur les plateformes payantes, Netflix, Amazon Prime, Disney+. D'ailleurs, il y a Disney Plus qui est sorti, je vous le dis, voilà, c'est super bien, il y a tous les Disney, waouh, tous les Star Wars, bref. Et vous avez aussi la version streaming, non payante. Bon, par contre, voilà, je vous ai mis pas mal de films quand même. Après, je vous ai mis une petite liste comme ça, histoire de... là, j'ai envie de dire, débrouillez-vous. Si vous ne trouvez pas, bien sûr, vous pouvez me demander, mais bon, voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bon, le cours est assez long. Prochain cours, sûrement mardi, mercredi, dans ces eaux-là. Et sur ce, bah, restez positive et je vous souhaite donc un bon week-end, mais un bon week-end de Pâques. Ah oui. Ouais. Et bon confinement. Voilà. À bientôt.